Bonjour tout le monde, on va faire une petite vidéo avec le démontage d'un amortisseur. Donc l'amortisseur en question, c'est un Fox Van Air. C'est un amortisseur qui est un petit peu ancien, mais qui existe toujours aujourd'hui sous la forme du Bomber CR, donc de Marzocchi qui appartient à Fox. Donc là, on est sur un amortisseur coil avec uniquement le réglage du rebond. Donc on est vraiment sur un amortisseur très simple. La seule chose qu'on peut régler au niveau hydraulique, c'est la vitesse à laquelle ça se décompresse. Et ensuite, au niveau de la compression, il n'y a aucun réglage externe. Donc en termes de molette à tourner, il y en a une seule. Et le propriétaire peut toujours régler la vitesse à laquelle ça se compresse, mais uniquement en changeant le tarage du ressort. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il ne se passe rien au niveau de la compression. On va le voir tout de suite. Donc là, le démontage que je vais faire, je préviens tout de suite, l'amortisseur, je l'ai déjà vidé. Donc il n'y a pas d'huile à l'intérieur, il n'y a pas de graisse. Je l'ai déjà séché. Et je ne vais pas vous montrer les différentes étapes où on a des clés qui démontent des pièces, parce que c'est assez laborieux à filmer. Là, c'est un amortisseur que je vais quasiment pouvoir démonter à la main, juste avec la force de mes doigts. Donc normalement, ça ne se passe pas du tout comme ça. Mais là, pour rendre la vidéo un petit peu intéressante, j'ai fait en sorte que ce soit possible. Donc, le premier truc qu'on peut retirer, c'est le ressort. Donc, on a le collier ici de serrage, il faut le desserrer. Donc ça, c'est comme sur n'importe quel amortisseur actuel. Donc là, ça va beaucoup plus vite que sur les DHX2 actuels, parce qu'en fait, on n'a pas de cran d'arrêt. Donc c'est un truc qui se visse et qui se dévisse. Ensuite, on a le clip qui tient le ressort. Et ensuite, on retire le ressort. À l'inverse d'un ressort R, qui a un boîtier avec de l'air comprimé qui peut être en plusieurs pièces. Un ressort en métal, en général, c'est une seule pièce. Donc là, on se retrouve, une fois que le ressort est retiré, avec uniquement la partie qui gère l'hydraulique. La vitesse à laquelle ça se compresse, ça se décompresse. Donc ça, c'est pour ceux qui pensent que parfois, un amortisseur colle, c'est juste un ressort, il n'y a absolument rien d'autre que le ressort et un truc pour le tenir. Non, 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 le truc pour le tenir est un petit peu plus sophistiqué que ça. Et là, en l'occurrence, on est vraiment sur ce qu'il y a de plus simple en ressort coil. Et vous allez voir que quand même, il se passe pas mal de choses à l'intérieur. Donc là, je vais dévisser l'assemblage du shaft. Donc là, le shaft, c'est la tige. Et c'est ce qui tient le piston. Donc le piston se situe ici. Donc là, en fait, on a un empilement de clapets, donc de rondelles. Tout en haut, on a les clapets qui interviennent à la décompression, donc au rebond. Donc pour faire en sorte que la décompression ne soit pas trop brutale. Donc ici, on a un assemblage par lequel l'huile doit passer et qui va ralentir la circulation de l'huile de telle sorte qu'on a un contrôle de la vitesse à laquelle l'amortisseur se décompresse. Et en dessous, on a l'inverse, donc la pile de clapets qui va intervenir au moment de la compression de l'amortisseur. Donc là, on a le réglage du rebond avec une aiguille qui va appuyer sur la pile ici et qui va laisser plus ou moins l'huile circuler. Par contre, il n'y a aucune molette qui va appuyer ou intervenir sur la pile de clapets de compression. Donc, entre guillemets, ça, c'est statique pour l'utilisateur final. Après, ça ne veut pas dire que dans un atelier de service suspension professionnel, on ne peut pas modifier cette pile. C'est-à-dire que c'est vraiment une pile de clapets qu'on peut modifier. Donc ça, c'est l'assemblage qui va avec la tige, par la vis qui le tient. Donc c'est vraiment un assemblage comme ça, qui est simplement serré contre la tige. Et ici, on a l'aiguille de rebond qui dépasse. Donc quand on tourne la molette ici, on agit sur l'aiguille de rebond. Donc là, on la pousse vers l'avant. La molette qui est ici, c'est aussi une molette qui est vissée. Et quand on entend des clics, c'est des clics qui sont déclenchés par une bille. Donc la bille, elle est ici. Et on est sur une bille, en fait, avec un ressort juste en dessous. C'est pas des clics qui sont au niveau du piston ou d'un autre chose, quoi. C'est-à-dire que même si ça n'a pas d'effet, on entend le clic, même si ça tourne dans le vide. Ensuite, on a la tête d'étanchéité. Donc là, la tête d'étanchéité, il faut voir une chose, c'est que on a un joint ici, un deuxième qui fait l'étanchéité,
On a une bague de guidage recouverte de téflon qui permet à la tige d'être en translation à l'intérieur de la tête d'étanchéité sans que cette tige finisse détruite et à perdre son revêtement. Ici, on a du caoutchouc. Donc ça, c'est quand l'amortisseur est en décompression. Donc il arrive au bout. Donc, je vous montre. Je remets. Quand on est en décompression complète, on a donc la tête d'étanchéité qui va aller taper contre le piston. Et on a donc ce caoutchouc qui évite d'avoir un choc qui fasse clac. Alors si on a trop de précontrainte au niveau du ressort, ça va claquer de toute façon, mais là c'est fait pour limiter l'effet de claquement. Donc si on avait une surface complètement plane en métal, le claquement serait automatique quasiment quelle que soit la circonstance. Là ce n'est pas le cas. Et ça c'est un procédé qu'on retrouve sur beaucoup d'amortisseurs. Donc la tête d'étanchéité avec le numéro de série de l'amortisseur. Donc là on est toujours sur la tige. Ensuite on a le bumper, ça c'est pour le talonnage. Donc on arrive en compression quasiment totale. Donc quand la tête ici arrive au bout de la tige, il faut bien quelque chose pour la retenir et éviter que ça claque. Donc ça c'est prévu pour se déformer et c'est en partie concave. Il faut savoir que sur des amortisseurs un petit peu plus modernes, on a parfois des bumpers qui sont complètement concaves, même s'ils ont l'air d'être une grosse pièce en caoutchouc de l'extérieur. Et ensuite on a l'œillet. Donc l'œillet est au bout de la tige. Et c'est lui qui reçoit la molette de réglage du rebond. Et c'est là aussi où on trouve le trou pour le montage sur le vélo. Donc là on est sur du 15 mm comme à peu près tous les amortisseurs modernes. Et donc à l'intérieur de la tige, on a l'aiguille de rebond. Donc c'est une aiguille qui est pointue comme ça. Et donc quand on tourne la molette, on déplace l'aiguille de rebond. Donc on a une tige dans une tige. Voilà. Avec le petit joint ici pour faire l'étanchéité. Donc là, qu'on soit clair, on est vraiment sur la plus simple expression d'un amortisseur, quasiment à l'heure actuelle. Si vous en avez marre des produits trop marketing, voilà, regardez ça, c'est un peu... ça vous change des produits incompréhensibles avec 18 réglages. Donc après, on a le corps de l'amortisseur. Alors je sais que parfois, il y a des personnes qui l'appellent différemment, mais moi j'appelle ça le corps d'amortisseur. Dans lequel on a quand même un réservoir. Donc là, ça veut dire que l'huile, quand on a le déplacement d'huile, en fait, la tige qui rentre à l'intérieur ici, donc on a de l'huile qui se déplace, mais surtout on a une tige qui rentre dans le tube, et forcément ça prend de la place. Et ce qu'il y a, c'est que l'huile ne se compresse pas, donc en fait il faut bien quelque chose pour compenser le mouvement. En l'occurrence, c'est le réservoir qui fait le travail. Donc le réservoir ici, c'est un réservoir qui est sous pression, avec un piston dynamique. Donc c'est un piston flottant. Donc c'est un réservoir qui est mis sous pression d'azote. Donc quand on l'assemble, on met de l'azote par ce petit capot. Donc ici, on a une gomme qui permet de faire passer une aiguille qui va injecter l'azote. Et à l'intérieur, on trouve un piston flottant. Là, j'ai fait exprès de retirer le joint qui va avec, parce que si on doit le retirer et découper le filmage et ensuite remonter, ça devient compliqué. Surtout qu'en général, il y a pas mal de friction, donc ça part pas tout de suite. Je reprends. Quand on a la tige qui rentre à l'intérieur ici, elle prend de la place. L'huile ne peut pas se compresser. Donc on a de l'azote ici, séparé de l'huile avec le piston flottant. Donc en dessous du piston, on a de l'huile. Au-dessus, on a de l'azote. L'azote est un gaz qui peut se compresser. Et en fait, c'est lui qui va compenser la perte de place ici. Donc ici, ça se compresse pour permettre le passage de la tige. Donc c'est gonflé à l'azote. Et ensuite, donc, au niveau du corps de l'amortisseur, on a le tube. Donc là, on est sur une construction très simple. Vu que là, j'ai une pièce dans les mains, une deuxième, et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc par rapport aux tubes plus modernes, aux assemblages qui vont être les tubes plus modernes, on est vraiment sur de la simplicité totale.
Et ensuite, on a la tête cylindrique, donc qui comprend l'autre œillet à l'autre extrémité de l'amortisseur pour faire le montage. Et ici, donc, on a une circulation d'huile. Et comme on est sur une version très très simple du Fox-Van, donc qui n'a que le réglage du rebond, sur beaucoup de Fox-Van, on a ici un réglage de la compression. Là, on n'a strictement rien. C'est-à-dire que ici, on n'a pas une pile de clapet supplémentaire comme sur le piston pour gérer la circulation d'huile et permettre un réglage. On n'a rien du tout. Donc là, concrètement, ce que j'ai dans les mains, c'est il y a cette partie-là, mais c'est juste 2 pièces. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans la simplicité la plus totale. Pour autant, on est sur un amortisseur coil. Donc ça ne veut pas dire qu'il fonctionne mal ou qu'il est peu performant. Pas du tout en fait. Et je pense que dans bien des cas, un amortisseur de ce type fonctionne mieux que beaucoup d'amortisseurs R qui sont sur le marché. Simplement, première chose, il faut bien bosser le réglage du ressort, en choisissant bien le ressort, en mettant une précontrainte adaptée, c'est-à-dire pas mettre une précontrainte de malade, pas mettre pas assez de précontrainte. Ça, c'est des erreurs que je vois assez souvent faire. Donc, avoir le bon réglage au niveau du ressort. Ensuite, gérer le rebond correctement. Si besoin, aller faire préparer le piston pour avoir une pile de clapet ici au niveau de la compression qui soit adaptée pour vous. Mais après, il faut voir une chose, c'est que là, par exemple, quand on regarde ce piston-là, avec tous les clapets qui sont dessus, il faut voir qu'il y a un grand nombre de fourches, voire d'amortisseurs sur le marché, qui n'ont même pas ce type de circuit-là à l'intérieur. Donc, par exemple, si vous prenez toutes les fourches RockShox qui sont montées en motion control, c'est rare d'avoir quoi que ce soit qui se rapproche de ça, quoi. Donc ça, c'est un démontage. Là, c'est un amortisseur qui est ici au démontage pour transformation. Donc, il y a plusieurs possibilités. En l'occurrence, il faut comprendre que ce qui fait la taille de cet amortisseur, la taille et le débattement de cet amortisseur, c'est uniquement le tube et les 2 tiges. C'est-à-dire que si on change ces 2 pièces, on peut lui faire avoir n'importe quelle taille. Ce qui est assez intéressant. Donc là, le propriétaire se pose la question de passer en 250 par 75, ce qui passerait par ces pièces-là. Donc la tige 75, elle est assez similaire à la tige d'origine ici. Par contre, au niveau du tube, on voit clairement la différence de taille. Et pour tout vous dire, ça, c'est une taille 240 à l'origine. Là, on est sur une taille 250. On peut voir que l'essentiel de la différence de taille se fait au niveau du tube. Les tiges n'ont pas non plus exactement la même taille. Voilà. J'espère que c'était intéressant. Je vous ferai peut-être une vidéo avec la suite sur la transformation. À la prochaine.